j'ai entamé une très médiocre carrière de pédagogue. Par nécessité absolue, nous avons créé dans le lieu où je travaille, qui s'appelle la Fabrique de théâtre, dont je pourrais vous parler des heures, tant c'est un lieu absolument magique et magnifique, qui est dans un endroit défavorisé et qui n'est pas un grand lieu public, mais qui est un lieu qui pratique toutes les disciplines théâtrales, sauf la formation du comédien et du personnage, mais enfin, c'est une autre discussion. Donc nous faisons de la production, des coproductions, des animations, des rencontres, des ateliers d'écriture, des ateliers de mise en scène, de la marionnette, des décors, enfin on fait tout. Et la nécessité de créer une école, je dis bien une école de régisseurs de théâtre, a vu rapidement le jour au début des années 90, des années 90 pour nous. Et nous avons voulu, et nous sommes parvenus, à notre grande fierté, c'est un nous qui n'est pas majestatif, je m'empresse de dire, il y a une équipe, nous sommes parvenus à créer des régisseurs de théâtre, des techniciens théâtraux de diverses sortes et de diverses espèces, de deux sexes, avec de plus en plus de filles, qui montaient sur un plateau en ayant un discours théâtral, un discours dramaturgique, un discours de mise en scène. Et nous sommes donc intervenus dans leur formation en histoire du théâtre, contrairement aux autres formations qui existaient déjà. Nous ne nous sommes pas contentés de faire de l'électricité, de la physique optique, de la colorométrie, du câblage et du montage, mais nous avons fait de la dramaturgie, de la mise en scène, de l'histoire du théâtre et de l'histoire de la représentation. Pas d'écriture. Et il est très rapidement aussi apparu que nous étions obligés de les forcer. Après, c'est un enseignement qui dure un peu plus de 2 ans. Nous étions donc obligés de leur faire faire en fin d'année, ce qu'on appelle les finissants, un projet commun. Et ce projet commun, pour des motifs économiques et réels, s'est transformé en quelques années en un projet marionnettique de marionnettes, avec un cours de marionnettes et un formateur en marionnettes. Donc, un projet marionnettique qui serait, et il y en a eu une bonne dizaine, une tragédie grecque. Je ne sais plus pourquoi la première fois c'était une tragédie grecque, mais il n'y a plus de dernière, sauf une Iliade, mais qui était proche dans la forme et dans le fond. En tout cas, sur la mythologie troyenne. Donc, je me suis retrouvé naturellement, par la force des choses, à réécrire en 25 minutes des tragédies grecques. Non, à réécrire des tragédies grecques de 25 minutes. C'est beaucoup plus long. Et ça m'a, depuis les années 90, bien que j'étais non pas prédestiné, mais déjà je m'intéressais fort, après des études totalement classiques, j'ai donc fait de l'étude de la tragédie grecque et de la mythologie. Il s'est donc fait naturellement que je suis devenu un très petit ou médiocre dans le sens de moyen, un très médiocre spécialiste en tragédie grecque et en mythologie. J'en ai monté quand même beaucoup. J'ai monté les Bacchantes d'Euripide dans une adaptation. J'ai monté l'Orestie, je vais vous en parler, parce que comment voulez-vous parler de la tragédie grecque si vous ne me parlez pas de l'Orestie? Et avec les étudiants, j'ai écrit, parfois dans des ateliers d'écriture avec des enseignants, ça a dépendu, parfois à la demande, j'ai écrit toute une série de tragédies grecques qui durent 25 minutes. Alors, il y a des tragédies grecques qui sont destinées à être jouées dans des bistrots.
naturellement, pas en emmenant le public. On rentre et on joue une tragédie grecque. Il y a des tragédies grecques de marionnettes, il y a des tragédies grecques pour les étudiants, il y a des tragédies grecques pour le festival de Syracuse, il y a des tragédies grecques pour le festival corollaire au festival de Syracuse, qui est le festival destiné aux étudiants de Palazzolo. Voilà, toute une série. Et la dernière, après l'Orestie, a été une commande. Je vais faire une toute petite parenthèse. Je suis un écrivain de commande. Et je suis très fier d'être un écrivain de commande. Je ne suis pas un écrivain qui met un petit bonnet, un petit chapeau, parce qu'il fait un peu froid dans ma salle de travail, et qui dit, tiens, aujourd'hui, je vais faire une pièce de théâtre. Non, on me demande d'écrire des pièces de théâtre, et je fais. Mais, comme je vois mes prédécesseurs à la commande, je n'ai aucune honte. Et je trouve que la commande théâtrale est une noble tâche de laquelle je m'acquiers le mieux possible. La dernière fois, il y a, je ne sais pas, 3 ans, un metteur en scène important qui s'appelle, je dois dire hélas, qui s'appelait Christian Leblic, qui est un metteur en scène littéraire, qui a monté donc Whitman, Pessoa, Rilke, plus beaucoup d'autres, beaucoup d'autres, m'a demandé, tiens, j'ai toujours adapté mes travaux de grands auteurs, de poètes et de grands auteurs. Est-ce que tu veux, nous étions assez amis, est-ce que tu veux m'écrire un Antigone? Il ne m'a pas dit, est-ce que tu veux m'écrire une tragédie grecque? Il m'a dit, est-ce que tu veux m'écrire une Antigone? Et pour une personne, c'est toujours des travaux pour un comédien, et il m'a dit, et ce sera pour Dominique Patuelli. Et j'ai dit oui, puisque je vous dis que j'essaie le mieux possible de faire des travaux de commande. J'ai donc dit oui, et j'ai écrit une Antigone. Alors, cette Antigone, qui est éditée, est un travail qui a eu un très gros retentissement, tant la mise en scène et le travail de Dominique Patuelli était assez, je dois dire, éblouissant. Il s'agit d'un Antigone, pas Antigone chez les Sioux ou Antigone à Corté, non, Antigone, à Thèbes. Il s'agit d'un Antigone de la fin. Donc il s'agit d'un monologue d'Antigone au moment où elle est enfermée, très classiquement, encore qu'il n'est pas très classique d'enfermer une jeune femme pour qu'elle meure vivante, comme tout le monde d'ailleurs. Et c'est un Antigone qui a frappé aussi pour ça. Alors je voudrais vous en montrer un tout petit extrait, parce que je ne suis pas venu les mains vides, si je ne suis pas venu avec beaucoup d'écrits, mon côté pédagogique, on va en parler tout de suite. Je vais vous en montrer un tout petit extrait, et puis nous essaierons de trouver un bout d'Orestie, dont je vous donnerai 2-3 mots. Et puis je vous dirai comment j'aimerais que nous puissions pratiquer pour que cette rencontre soit positive et bénéfique des deux côtés de la scène et de la salle. Est-ce qu'on peut donner un petit bout d'Antigone? Vous allez voir, le début est une abîme, 1 minute 30, et le reste, vous allez voir, mais vraiment 2 minutes. Hein. Vous avez vu, sans trop de difficulté, vous vous êtes rendu compte que ça se joue dans un lieu scolaire. Vous avez d'ailleurs vu déjà les petites jeunes filles, mais les jeunes gens, c'est la même chose, qui commencent à se ronger les ongles. C'est extrêmement confrontant, c'est extrêmement difficile. C'est un spectacle qui n'a pas été créé pour ça, mais que Dominique Patuelli, dont le nom est corse d'ailleurs, a accepté d'en faire quelques-unes. C'est très difficile parce que ça grince un peu, etc. Voilà, ça c'est un Antigone, ça fait 50 minutes, pas 25, 50 minutes.
Et c'est un des sujets mythologiques que j'ai traités. Je vais commencer à vous parler maintenant. Si nous pouvons trouver des images Ah, ça doit être moi, ça. Oui. Alors, j'avais travaillé avec mes étudiants. On a commencé par travailler. Vous savez que l'Orestie est la dernière et seule trilogie grecque. Vous savez qu'une tragédie grecque est composée de 3 pièces d'une trilogie, plus d'une satire dont nous n'avons pas de trace, sauf peut-être une satire, un petit travail de Sophocle qui s'appelle Les Limiers. Mais vous savez que la seule trilogie qui nous reste est une trilogie d'Échille, qu'on appelle l'Orestie, et qui est l'histoire des Labdacides, des Atrides, qui est donc une mythologie troyenne. Il en reste 14 des mythologies troyennes dont on peut travailler autour sur les 33 tragédies qui sont encore à notre disposition. Il ne reste que 33 tragédies, pas une de plus, pas une de moins. Vous en connaissez les raisons. D'abord, quelques-unes ont disparu dans la bibliothèque d'Alexandrie. Deuxièmement, et ça c'est très pratique pour les diffuseurs théâtraux, vous savez que les tragédies grecques étaient écoutées dans les concours, qu'il y avait un premier, un deuxième, un troisième prix sur des tragédies à thème. Donc il y avait un concours sur Antigone, un concours sur etc., sur Électre, un concours sur Agamemnon, peu importe, sur l'Orestie, et que tous ceux qui n'étaient pas premier, deuxième ou troisième disparaissaient, ce qui arrangerait bien aujourd'hui les bureaux des diffuseurs de théâtre si un jour les gens qui n'ont pas été, si on pouvait s'en débarrasser. C'est épouvantable, hein. Un bureau, c'est énorme. Dominique, je crois que tu en reçois beaucoup. Et la troisième chose, et c'est sans doute la plus importante, mais vous avez tous vu et revu le nom de la rose, au nom de la rose, c'est que bon nombre de tragédies n'ont pas été recopiées au Moyen-Âge par les copistes, par les moines. Il y a une chose terrible, donc on peut analyser le fait qu'il y a une espèce de censure. L'Église catholique a empêché ses clercs, peut-être, ce sont des hypothèses, a empêché ses clercs de recopier une série de tragédies qui n'allaient pas vraiment dans le sens que voulaient donner ou bien les ordres ou bien l'autorité et les autorités ecclésiastiques. Mais il y a une chose terrible à dire, c'est que les grands spécialistes disent qu'on a gardé les meilleurs. Donc cette espèce de censure aurait écrémé la chose, mais on aurait gardé les meilleurs. Indiscutablement, et j'en parlais là tout à l'heure, il nous manque pour notre conception même de la tragédie grecque une Achilléide, donc qui est l'histoire d'Achille, et un travail sur Clytemnestre. Nous n'avons pas de tragédie éponyme de Clytemnestre. Or, Clytemnestre, c'est essentiel. Essentiel aussi est l'Orestie, puisque l'Orestie parle du retour de la guerre de Troie, du massacre d'Agamemnon par sa femme et l'amant de sa femme, et par la vengeance devant ce massacre par sa fille et son fils qui vont tuer la mère, puis qui vont passer, lui, va passer au tribunal et va être acquitté. Et au moment où Oreste passe au tribunal, on décide, Apollon et Athéna, contre l'avis des Érini, décident de confier le jugement à un jury humain. Ce qui signifie
le premier aréopage, 12 jurys, une cour d'assises, 12, le pouvoir passe aux mains des humains, on va d'ailleurs voir tout de suite ce qu'il en ressort, passe aux mains des humains, et nous avons indiscutablement en Grèce une séparation des pouvoirs. Or, quand je demande à mes étudiants ce que pour eux est la démocratie, ils me disent un homme, une voix, un système bicaméral, une représentation de l'esprit, les grands électeurs. Ils me disent tous, tout. Aucun ne me dit la séparation des pouvoirs. Or, il n'y a pas de démocratie sans séparation de pouvoirs. Et quand nous, chez vous, quand je dis chez vous, j'habite à 10 km de la frontière, c'est-à-dire bien plus près que vous, chez nous, on parle de la République des juges, la République ou de la royauté de l'exécutif, etc., c'est que nous avons une crise démocratique. C'est-à-dire que quand nous travaillons sur la séparation des pouvoirs, nous devons insister sur le fait que la démocratie, qui est, quoi qu'on en dise, un système qui nous est plutôt favorable, la démocratie est axée sur la séparation des pouvoirs, l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Les Grecs proposent cette séparation des pouvoirs, les Grecs inventent la démocratie. Vous allez me dire qu'il y a plein de défauts dans leur démocratie, que les femmes de... Oui, mais la démocratie est à ce prix. Et à ce prix, et nous parlons là de la différence entre les hommes et les femmes, à ce prix, pour maintenir les hommes au pouvoir, Apollon va donner comme argument dans les Euménides, c'est-à-dire l'extrême fin de l'Orestie, au moment où on va acquitter Oreste, va dire « il est moins important de tuer sa mère que de tuer son père, parce que la femme n'est que le réceptacle de la semence de l'homme. » C'est affreux, c'est misogyne, c'est terrible, mais la démocratie est à ce prix. Pour acquitter Oreste, il faut qu'il soit moins important. Alors, ne nous étonnons pas si cette misogynie, si cette différence de valeur entre les sexes continue encore aujourd'hui. Quand Échille, le grand Échille, nous dit ça au 5e siècle avant Jésus-Christ, vous pensez bien, c'est que c'était bien ancré dans les esprits. Au moment où Oreste est acquitté, les dieux, Athéna et Apollon, décident de quitter le monde et d'aller beaucoup plus loin. C'est le crépuscule des dieux. Les dieux quittent la terre et laissent le pouvoir aux hommes. Voilà pourquoi il est tellement important d'en revenir de temps en temps, je n'ai pas dit qu'il fallait faire que ça, de temps en temps, à la tragédie grecque. Échille, dans son Prométhée enchaîné, dont on n'a qu'une pièce, on n'a pas le Prométhée portefeu, et l'autre dont j'ai oublié le nom, dit, 5e siècle avant Jésus-Christ, que la raison pour laquelle Prométhée est puni n'est pas ce que les lieux communs veulent nous faire croire, c'est-à-dire qu'il a trompé Zeus, qui était bien d'accord d'ailleurs, la légende le dit, qui a trompé Zeus en lui donnant les restes du mouton sacrificiel, ayant gardé la meilleure partie pour les hommes, ni qu'il a dérobé le feu aux dieux. Prométhée est puni parce qu'il sait que Zeus va mourir, et Zeus veut savoir quand. Et quand vous prenez 5e siècle avant Jésus-Christ, 2500 ans avant Feuerbach, 2500 ans avant Hegel et Nietzsche, Échille affirme, dans la partie où entre Océan, le titan, frère de Prométhée, et Hermès, l'envoyé, le maître de cérémonie de Zeus, ils leur disent « mais donne-lui ton secret, donne-lui son secret, libère-toi, etc. » Il refusera toujours,
la morale veut quand même que Prométhée et Zeus finissent par une réconciliation. Ça, c'est la légende. Quand on fait de la dramaturgie et quand on fait de la tragédie grecque, il faut absolument connaître non seulement la réalité de la tragédie grecque, l'époque, le pourquoi, le comment, mais aussi connaître la légende et aussi connaître ce qu'il y a d'antérieur. Et c'est ce que nous appellerons, c'est ce que vous appelez, c'est ce que nous appelons la mythologie. Or, la mythologie n'est pas grecque. Il existe une mythologie lapone, il existe une mythologie de tous les peuples, et bien sûr. Et nous savons, depuis Lévi-Strauss, que toutes ces mythologies sont les mêmes. Nous savons qu'un mythe est un mythe dans toutes ses composantes et qu'il est lu comme un mythe autour du monde, de l'univers. Nous parlons de la mythologie grecque, d'abord parce qu'elle a fait un théâtre, parce qu'elle a fourni un théâtre, parce que les Grecs sont les inventeurs du théâtre, quoi qu'on en dise, un auteur, un acteur, un spectateur. Mais aussi parce qu'elle est écrite. Mais elle est écrite de manière tellement diverse, il y a tellement de versions, qu'il est quand même difficile de toutes les connaître.